Je vais peut-être d'abord parler de mes livres. Donc le premier que j'ai sorti en 2015, La fille qui venait d'un pays disparu, La chute du mur vue de l'Est. Et ça c'est moi, quand j'avais 3 ans, à côté de la Travant familiale. Voilà, et ça c'est la version que moi j'ai fait moi-même avant de trouver un éditeur. Ensuite j'ai trouvé une petite maison d'édition à Paris, d'ailleurs tenue à l'époque par un breton qui avait rencontré sa femme en RDA, sauf que sa femme n'était pas allemande de l'Est, mais française. Ils ont participé tous les deux à un échange avec les syndicats en Allemagne de l'Est et ils se sont rencontrés en RDA. Et ce livre donc, de poche est actuellement indisponible parce qu'il y a eu pas mal de demandes. Je suis passée plusieurs fois à la télé. Parce que quelqu'un m'a vu sur la chaîne parlementaire, une discussion enregistrée au Sénat, et sur France 3, sur TBO, voilà. Donc ils sont en train de le réimprimer. Donc si vous êtes intéressé en ce moment, c'est que chez moi que vous pouvez l'avoir. Et le deuxième, paru en 2017 chez Skolvreis, là aussi ce sont les derniers exemplaires, j'ai tout acheté qu'ils ont chez eux. Donc Pays perdu, pays choisi, journal d'une jeune allemande de l'Est. Donc là je parle toujours de la RDA, de la réunification, là je parle aussi de ma famille, ce que je ne fais pas dans le premier, de mes parents et grands-parents. Je parle de mon arrivée en Bretagne, parce que le pays choisi, c'est la Bretagne. Le pays perdu, c'est la RDA, bien sûr. Comment je vois les Bretons et des ressemblances que moi je vois entre les Allemands de l'Est et les Bretons. Dans un deuxième temps, on peut en parler. Et j'ai amené un troisième livre pour ceux qui maîtrisent bien la langue de Goethe, si jamais il y en a, que j'ai sorti en 2004 quand je vivais encore en Allemagne, je vis depuis 2005 en France, qui s'appelle Der Duft der Wünsche, le parfum du désir, et sous-titre érotische Miniaturen, donc miniatures érotiques, donc ce sont des textes très courts et quelques poèmes, donc érotiques, pas pornographiques. Il y a 5 petits textes en français, mais c'est majoritairement en allemand. Voilà. Et j'ai terminé un roman, donc ces 2 livres-là sont autobiographiques, et là c'est un roman qui se passe aujourd'hui en Allemagne de l'Est, justement pour expliquer, pour montrer comment vivent les gens là-bas, qu'est-ce qu'ils ressentent, comment ils pensent, et aussi pour expliquer pourquoi malheureusement une partie vote pour l'extrême droite. Pour l'extrême gauche, donc la région qui est donc gouvernée, c'est-à-dire là ils sont justement dans les négociations pour monter un gouvernement, mais qui a été dans la seule région en Allemagne, le seul land qui depuis 4 ans a un ministre-président issu de Die Linke, c'est la Thuringe, et c'est la région dont je suis originaire. Donc il y a 3 semaines, j'ai voté par correspondance là-bas. Donc je vote dans 2 pays, j'ai aussi la nationalité française, et donc pour moi c'est très important de voter. Voilà, Ismaël a déjà dit un mot qui est quelquefois controversé. Le monde diplomatique du mois de novembre, Allemagne de l'Est, histoire d'une annexion. Quand j'ai vu ça, d'ailleurs c'est Paul qui me l'a signalé, cet article, pour moi c'était un immense soulagement. Enfin c'est dit. Enfin se dit comment ça s'est passé, comment c'est ressenti par les Allemands de l'Est. Ce n'était pas une réunification, parce que si on réunit 2 choses, on devrait garder des 2, on devrait mélanger. Et ça n'a pas du tout été le cas. On a détruit tout le système politique, économique, social, universitaire, scolaire, sanitaire, tout ce que vous voulez en RDA, et on a introduit le système west-allemand. Donc les gens se sont retrouvés presque du jour au lendemain, quelques semaines, quelques mois, dans un pays méconnaissable, complètement différent. Ils ne connaissaient plus rien, ils ne savaient plus du tout comment ça marche, comment ça fonctionne. Ils devaient tout réapprendre, apprendre une autre logique de fonctionner. Donc c'est comme si on vous envoyait dans un pays à l'autre bout de la planète, vous ne connaissez pas du tout comment ça marche, le système, sauf par hasard, ils parlent aussi français. C'était la même langue. Voilà, donc moi je suis très contente que là, pour les 30 ans de la chute du mur, on en parle enfin. Donc moi depuis 5 ans je donne des conférences donc à partir de ce premier livre, et j'avais toujours eu des gens en face qui me disaient on ne savait pas du tout, mais on n'a pas du tout imaginé que ça peut être dur. On pensait que depuis la chute du mur vous êtes heureux, vous êtes libre, donc vous êtes heureux. Ils se mariaient, beaucoup d'enfants. Malheureusement, c'était pas comme ça. Et donc, je vais vous parler
de mon expérience personnelle. Donc, ce sont des extraits de ce premier livre. Une partie des extraits sont aussi dans ma pièce de théâtre, qui d'ailleurs tourne aussi dans des collèges et des lycées. Ce matin, j'étais dans un collège à Montfort-sur-Meux, près de Rennes, et donc je jouais la pièce devant des élèves de 3e. Donc si vous connaissez des profs d'allemand ou des profs d'histoire qui pourraient être intéressés de m'inviter, j'ai pas besoin vraiment d'une scène, ça peut être une salle comme ici, juste un peu de place. J'ai besoin d'une sono, d'un ordinateur portable, parce qu'il y a des enregistrements. Et donc la prof ou quelqu'un d'autre va lancer au bon moment les enregistrements pendant la pièce. Il y a par exemple l'hymne de la RDA, je ne sais pas si quelqu'un la connaît, la mélodie est magnifique, c'est très très beau. Il y a du Bach, parce que c'est l'allemand de l'Est, il est né et mort en Allemagne de l'Est. Et aussi parce que les premiers opposants au régime dans les années 80 se sont retrouvés surtout dans les églises, c'est-à-dire les temples protestants, l'Allemagne de l'Est et de culture luthérienne. Et ce sont les pasteurs qui les ont accueillis, qui les ont couverts, au risque de représailles, bien évidemment. Il y a une chanson, la seule chanson au monde que je connais qui parle du Trabant. Un Himmelblauer Trabant, un Trabant bleu ciel. Il y a un chant des pionniers très militariste, très militaire, que j'ai détesté, que je trouve c'est le pire qu'on m'a fait chanter enfant. Il y a des enregistrements de la nuit de la chute du mur, et il y a les JT français du soir de la chute du mur, où Christine Ockrent annonce donc aux Français que le gouvernement est-allemand vient d'annoncer l'ouverture des frontières, et elle a la clairvoyance de dire aujourd'hui, c'est le 9 novembre 89, retenez cette date, c'est un jour historique. C'est impressionnant, je trouve. Voilà, donc si vous connaissez soit des profs, soit aussi des salles dans la région qui pourraient accueillir ce spectacle, voilà, vous pouvez me contacter. Là, donc, je vais vous lire quelques extraits de mon livre, coupés de commentaires. Et la première ligne, la première phrase, c'est « Vous venez de nulle part ». Et ça, c'est quelqu'un qui me l'a dit. Quand je me suis présentée, c'était en banlieue parisienne où j'ai donné des cours d'allemand. De 2005 jusqu'en 2012, j'ai habité à Paris, depuis 2012 en baie de Morlaix. Je me suis présentée, je viens d'un pays qui n'existe plus, et la dame en face m'a répondu « Vous venez de nulle part ». Et j'ai pris ça, comme on dit, en plein gueule, parce que personne ne vient de nulle part. Ça n'existe pas, tout le monde vient de quelque part. Et donc je pense que j'ai écrit ce texte un peu pour répondre, pour expliquer d'où je viens, et que je ne viens pas de nulle part. Et ce texte, il est sorti dans 2 semaines, il voulait sortir à l'époque. Vous venez de nulle part. Qu'est-ce que je peux répondre? C'est vrai. Je viens d'un pays qui a disparu, comme un mirage, comme dans les contes de fées. Il hante pourtant toujours mes rêves. Il a laissé son empreinte sur moi. M'a griffé pour toujours, marqué au fer, exclu, marginalisé. Distingué aussi. Je viens de l'autre côté du miroir. Comme la belle au bois dormant, je me suis réveillée un beau matin, dans un monde nouveau, étranger, étrange. Du jour au lendemain, ou presque, le monde de mon enfance a basculé. Pour toujours, sans la moindre possibilité d'un retour en arrière. Mon passé irrécupérable, inimaginable, incompréhensible pour ceux qui m'entourent aujourd'hui. Je suis née en 1974 en RDA. J'avais 15 ans quand le mur est tombé, 16 ans quand ma patrie a été rayée de la carte, rayée de la géographie. On lui a collé un préfixe, ex. Ex-Allemagne de l'Est, ex-RDA. Comment vous expliquer en quoi mon enfance a été différente de tout ce que vous connaissez? Que les rêves, les hantises et les combats ont été autres que tout ce que vous pouvez imaginer. J'ai grandi dans une société basée sur des valeurs à la fois idéalistes et corrompues. Une prison oppressante,
et une invitation à croire dans le meilleur dans l'homme. Vous venez de nulle part. C'est pourquoi je n'ai pas de mots, c'est pourquoi je suis dépossédée, dépourvue de moyens. La chute du mur a détruit un huis clos. Ceux qui ont été enfermés se sont réveillés dans un ailleurs, où ils ont douloureusement appris que leur façon de voir et de faire les choses ne comptait plus. Ils sont retrouvés en porte-à-faux, anachroniques, ridicules, inadaptés à leur nouvel entourage. La chute du mur a détruit. Ces mots pèsent lourd. C'est un feigné occulté, refusé. Souvent l'incompréhension est totale. On attend de la joie, de la gratitude, même de l'euphorie. Tout cela était très présent à ce moment-là. Mais l'ivresse d'une nuit historique a cédé la place à une gueule de bois, jamais tout à fait évacuée. La vie a continué, une vie nouvelle a commencé. En se frottant les yeux, les enfants de la RDA ont découvert un autre monde. Il y a eu les curieux, les courageux, les inquiets. Les soulagés, les bouleversés, les libérés. Aux uns ont poussé des ailes, aux autres, elles ont été coupées. Diffraction d'une société sous cloche, dissolution d'un peuple, non-disparition d'une mentalité, d'une manière de vivre. Je serai toute ma vie une Allemande de l'Est, venue de nulle part, en chemin pour arriver quelque part. Comme toutes les dictatures, la RDA n'était pas un paradoxe près. Et comme dans toutes les dictatures, il y avait l'idéologie officielle et la vraie vie. Une vie pleine de non-dits, de ruses et de cachotteries. On se tordait, on se prosternait, les plus courageux se battaient. Mais rares étaient ceux qui le faisaient sans se couvrir en même temps. Ils savaient qu'ils risquaient gros la destruction de leur vie familiale, professionnelle, psychologique. Il y a eu des suicides spectaculaires, des pasteurs qui s'est brûlés vifs, qui voulaient être la flamme, le signal, le symbole de tout ce qui était insupportable, inadmissible, qui ont extériorisé les brûlures intérieures qu'ils ne supportaient plus. La contrainte, la surveillance, l'oppression, l'enfermement. Évidemment, ces souffrances-là étaient tues. Personne ne souffrait en RDA. Tout le monde était heureux dans un État qui faisait tout pour son peuple, dans un État précurseur pour apporter le bonheur à l'humanité entière. C'est une vérité que beaucoup de OSIS, les Allemands de l'Est, qui regrettent aujourd'hui la réunification, ont du mal à entendre. Ils rêvent toujours de ce pays idéalisé qui n'a jamais existé. Ils parlent de la RDA comme du paradis sur terre, comme si tout y avait été meilleur. Mais tout n'y était pas mal non plus. Pourtant, cette évidence est loin d'être admise dans la société allemande d'aujourd'hui. Quand un homme politique ou un intellectuel de l'Est dit ouvertement qu'il y a eu des choses positives en RDA, c'est le tollé à l'Ouest. Une grande partie des V6, les Allemands de l'Ouest, ne supportent pas l'idée qu'une dictature ait su garantir un emploi à tout le monde, qu'une dictature ait soigné ses habitants gratuitement, qu'une dictature ait rendu possible à toute mère de famille de travailler à plein temps. Mais admettre que la RDA ait pu être plus avancée, plus moderne sur ce plan-là, non, jamais, au grand jamais. Les dirigeants actuels préfèrent insister sur le fait qu'une dictature est par définition un mal et ne peut pas comporter de bien. Erreur grave, erreur qui contribue à entretenir deux Allemagnes. Car cette attitude dévalorise complètement le passé des gens de l'Est, leur vécu, leurs convictions. Ils ont le sentiment de ne pas être entendus au niveau national, que leurs arguments, parce qu'ils viennent d'une expérience différente, ne sont pas jugés valables. Alors elles se taisent, se retirent, couvrent l'amertume parmi les leurs. C'est de là qu'est née la fameuse nostalgie, l'envie de colorer le passé en rose. C'est de là qu'est née la phrase terrible « c'était mieux avant ». On ne peut nier le passé d'un peuple sans risquer de le voir se détourner, perdre espoir, sombrer dans une paralysie profonde. Qui n'a pas d'histoire n'a pas d'avenir. Qui n'a pas de racines n'est ancré nulle part.
Les sols se dérobent sous les pieds, la démarche est vacillante, le geste incertain. Comment vivre sont les expériences du passé, les repères, les plaies mal cicatrisées. Sont les conseils des anciens, les valeurs éprouvées, les mythes transmis. L'enfant abandonné par ses parents a besoin de connaître ses racines, son origine, l'histoire de sa famille. Et là, je vais passer aux événements historiques. Dans l'été 89, la Hongrie a ouvert sa frontière avec l'Autriche et beaucoup d'Allemands de l'Est qui partaient comme chaque année en vacances en Hongrie ont décidé de ne pas revenir au pays mais de passer la frontière avec seulement ce qu'ils ont emporté en vacances. Et donc ça a été montré à la télé dans le monde entier. On voyait pour la première fois qu'une partie de la population désavouait le régime ouvertement. Ils préféraient partir avec que les choses emportées en vacances au lieu de retourner chez eux. Et ça a donné plus de courage à un mouvement d'opposition qui existait déjà depuis le début des années 80. Donc d'abord porté surtout par des pasteurs protestants, des gens croyants en opposition au régime, qui se retrouvaient donc dans les églises pour discuter, débattre comment on peut améliorer le système, changer le système. Il y a eu plus en plus de monde qui allait les rejoindre et les gens ont pris l'habitude de se retrouver tous les lundis, d'abord pour ceux qui étaient croyants pour prier ensemble et ensuite pour défiler avec des bougies dans la rue. Donc ça a commencé dans les grandes villes, à Leipzig et à Berlin, et ensuite c'était petit à petit c'était dans toutes les villes du pays. Et le 9 octobre 89, donc un mois avant la chute du mur, qui était le 9 novembre, il y a eu une très grande manifestation à Leipzig, où des milliers de gens étaient dans la rue. Et tous les forces de l'ordre étaient là aussi, police, équivalent gendarmerie, parce qu'avant, c'était surveillé, filmé, il y a eu des arrestations. Et là, tout le monde se demandait qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que quelqu'un va donner l'ordre de tirer? Que ça aurait pu finir en bain de sang, comme l'était même à Pékin, où une manifestation a été réprimée dans le sang. Et heureusement, personne n'a donné l'ordre de tirer. Les gens ont pu manifester tranquillement, sans s'être inquiétés. Et donc là, on a senti que le vent tournait. Que le gouvernement, le régime, n'osait pas aller contre ces manifestations, ces gens à la rue de plus en plus nombreux. Et je vais vous lire à nouveau les extraits de mon livre avec mon expérience personnelle de cette époque. Donc l'automne 89. Dans tous les pays, on a discuté dorénavant plus librement. La cloche se soulevait, beaucoup de gens se sentaient pousser des ailes. Il y a eu des discussions très animées dans ma famille. Mon père, qui n'était pas communiste, mais attaché à certaines valeurs du système, appelait à la modération. Ma mère et moi, nous étions les rebelles, celles qui voulaient tout changer, tout remettre à plat, retaper la maison de fond en comble. Même dans ma petite ville, au fin fond de la Thuringe, les prières du lundi ont commencé, suivies d'un défilé à la lueur des bougies. Je n'avais eu aucune éducation religieuse, mes parents n'étaient pas croyants et ne m'avaient même pas fait baptiser par coutume. C'est pourquoi ces prières ne m'ont pas attirée, contrairement aux discussions et aux manifestations. Un lundi soir, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai quitté la maison sans rien dire à mes parents. Je suis allée à l'église, j'ai monté un petit escalier pour regarder par une fenêtre à l'intérieur. J'ai vu des gestes ancestraux, des rites forts. À la fin, les portes se sont ouvertes, l'assemblée est sortie, on a distribué des bougies. J'ai reconnu beaucoup de monde. Mon professeur de géographie, des parents de camarades de classe, le cordonnier, des voisins. Je me suis jointe au groupe, on m'a donné une bougie allumée et on s'est mis en marche pour l'école. Mon école. Là où j'allais chaque jour depuis des années. Arrivé sur place,
nous avons posé les bougies sur les marches de l'entrée. Le lendemain matin, en allant à l'école, j'ai vu les restes de cire que le concierge s'efforçait de nettoyer. Je me suis sentie comme coupée en deux, révolutionnaire et clandestine la nuit, et bon élève irréprochable le jour. En ce début d'automne 89, la tension montait de semaine en semaine. Les exigences des manifestants se faisaient de plus en plus pressantes et demandaient surtout à rencontrer les autorités pour discuter, pour débattre. Le conseil municipal de ma petite ville a finalement décidé d'organiser une sorte d'assemblée générale pour tous les habitants. La réunion a eu lieu dans la salle polyvalente. Mon père était à ce moment-là conseiller municipal pour le Parti des paysans. Il a quitté la maison avant moi afin de retrouver ses collègues. Quand je suis arrivée dans la salle, elle était presque pleine. Devant la scène, une rangée de tables où les membres du conseil municipal étaient assis. Puis, un grand espace vide et de l'autre côté, les tables et les chaises du public. J'ai instantanément senti la crispation, la tension, la violence prête à éclater. Un volcan peu avant son éruption. Et j'ai vu mon père, transpirant, mal à l'aise, nerveux. Il a dû sentir la même chose, la constitution silencieuse de deux camps ennemis. Mais il était l'ennemi de personne. Il était mon père, le voisin des uns, le concitoyen des autres. Il n'y avait pas deux camps. Il n'y avait que les habitants d'une même ville. C'est pourquoi j'y suis allée. Je me suis faufilée entre les tables et les chaises du public. Arrivée à bord de ce camp, je ne me suis pas arrêtée. J'ai traversé la tranchée à l'aveugle, prudemment, pour contourner les mines, lentement, pour ne pas susciter des réactions. Dans mon dos, le silence se faisait. Devant moi, les visages étonnés de mon père s'approchaient. Je suis arrivée saine et sauve à l'autre rive. En apportant la bonne nouvelle, la guerre n'aura pas lieu. Donc le 9 novembre 89, donc le mur est tombé. Ce jour-là, j'ai regardé, comme beaucoup d'Allemands de l'Est, en direct la conférence de presse tenue par Günter Schabowski, à l'époque le porte-parole du gouvernement est-allemand. Et donc, en réponse aux exigences des manifestants, donc de liberté de voyager, comme liberté de presse, liberté d'opinion, dont le gouvernement a décidé de mettre en place une nouvelle loi qui permet à tout Allemand de l'Est de traverser la frontière vers la RFA et Berlin-Ouest. Pour ceux qui veulent partir, bon, ils pouvaient partir, et ceux qui voulaient juste voyager, visiter, voilà, ils pouvaient venir. Et donc il annonce ça, donc Günter Schabowski dans cette conférence de presse. Il y a un journaliste italien qui lui pose la question, et quand est-ce que ça entre en vigueur? Et on le va fouiller dans ses fiches, parce qu'en fait il ne sait pas. Et il prédouille, à ma connaissance, à partir de tout de suite, maintenant. Et ça a été traduit par les médias, donc d'abord West-Allemand, ensuite dans d'autres pays, comme c'est ouvert, vous pouvez aller, le mur est tombé. Moi, je n'avais jamais pas du tout compris comme ça. Pour moi, c'était bon, bah, demain, après-demain, je ne sais pas quand, on va à la mairie, on va remplir un formulaire, on aura un tampon, et ensuite on peut passer la frontière. Mais donc des gens à Berlin-Est, donc ils ont entendu que voilà, c'est ouvert, vous pouvez aller. Donc ils sont allés voir au poste frontière. Et les gardes frontières qui étaient au courant de rien, qui n'avaient pas d'ordre, rien du tout, ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont téléphoné à la hiérarchie, même chose, panique totale, on ne savait pas quoi faire. Quelle connerie a fait le Schabowski. Et finalement, il y a de plus en plus de monde donc, qui arrive et qui demande de passer. Et que finalement, les gardes frontières cèdent. Il y a des vidéos de la nuit de la chute du mur qui montrent qu'au début, ils laissent encore passer un par un, ils contrôlent les passeports. Et finalement, devant la foule qui arrive, bah, ils cèdent, ils ouvrent les barrières. Et donc, vous avez les images que vous avez tous vues à la télé à l'époque, ou récemment, parce que ça a été diffusé. Voilà, donc, et à partir de là, on pouvait donc
aller en Allemagne de West et Berlin-West. Donc moi je viens d'une petite ville en Thuringe, à 7 km de l'Ancerie d'Haute-Fer, la frontière avec la Bavière. Et moi je suis allée la première fois en Bavière, donc le 11 novembre, donc 2 jours après, dans la Trabant, avec mes parents. Et c'était une queue interminable de Trabant qui roulait au pas parce que tout le monde voulait aller voir. Parce qu'on avait tous la télé west-allemande et on la regardait, sauf les gens dans la région de Trieste qui était trop loin, qui n'avaient pas accès. Mais sinon, le reste des Allemands de l'Est avaient vu plein de choses à la télé, mais on ne pouvait pas y aller. Donc tout le monde, évidemment, se précipitait. Aussi, on ne savait pas, est-ce que ça va rester ouvert, qu'est-ce qui va se passer, donc aucune idée. Et donc, par la suite, on est allé plus souvent. Et donc je vais vous lire des petits extraits, pourquoi moi et mes parents, pendant l'hiver 89-90, nous sommes allés à l'Ouest. Pendant ces mois de transition, j'allais souvent avec mes parents à l'Ouest. Ma petite ville se trouvant à 7 km de la frontière, nous partions à la découverte du nord de la Bavière. De temps en temps, nous échangions un peu d'argent pour pouvoir faire des courses et goûter pour la première fois à la cuisine italienne ou grecque. La RDA manquait de restaurants et comme cuisine exotique, on trouvait surtout la cuisine russe. Quelques restaurants servaient aussi des plats tchèques, bulgares ou hongrois. En revanche, on inventait. Le manque stimule toujours l'imagination. Pendant mon enfance, j'ai ainsi goûté des plats qui s'appelaient pizza, mais qui ne ressemblaient guère aux plats italiens. Dans un restaurant très connu de Leipzig, on pouvait même manger des pizzas sucrées. Elles étaient très bonnes avec du fromage frais, du sucre et du pavot. Il fallait faire la queue dans la rue si on voulait en manger. La petite salle attenante à une boulangerie était une des attractions culinaires de la ville. Bien évidemment, ce restaurant a fermé peu après la réunification. Malgré sa situation en plein centre-ville, personne n'a repris le bail. Les vitres sont maintenant recouvertes de poussière, la salle est vide, le sol changé de détritus. Un souvenir heureux de mon enfance, j'y parmi eux. Pendant le printemps 1990, mes parents et moi nous allions de temps en temps à Coburg, au théâtre à Coburg, une ville située au nord de la Bavière. En montrant notre carte d'identité de la RDA, nous pouvions acheter des places pour seulement 5 Deutschmark. Sur le parking devant le théâtre, notre Trabant bleu ciel faisait tache. Elle paraissait minuscule au milieu de tous ces Mercedes et BMW en argent, noir et rouge. Un jour, un bus de touristes west-allemands s'est arrêté à proximité et tous les passagers se sont penchés pour regarder notre Trabant. Le guide a dû leur expliquer de quelle voiture extraordinaire il s'agissait. Nous nous sommes sentis livrés à la curiosité malsaine d'une autre espèce. Bientôt, on a pu acheter tous les produits de l'Ouest chez nous, mais pour le double, voire le triple du prix normal. Les gens se jetaient quand même sur ces nouveautés, oubliant complètement leurs habitudes. Tout d'un coup, on trouvait des choses assez énigmatiques dans les rayons, comme des quenelles préparées pour être réchauffées. Elles n'avaient aucun goût et strictement rien à voir avec les quenelles de ma grand-mère faites main. Tous les dimanches matins, ma grand-mère écrasait des pommes de terre cuites. Elle en formait des boules qu'elle remplissait de croûtons. Après, elle les mettait dans de l'eau bouillante jusqu'à ce qu'elles nagent à la surface. Servi avec un rôti et une sauce, c'était le repas traditionnel de la famille, un plat très répandu dans ma région d'origine, la Thuringe. Au même moment, on a aussi découvert des fruits mystérieux. Comment mangeait-on par exemple de ces petites pommes de terre verdâtres, cuites ou crues, avec ou sans la peau? On nous disait qu'elles contenaient beaucoup de vitamine C et qu'elles venaient de la Nouvelle-Zélande. On ne revenait pas des fruits venus de si loin. Même étonnement et même interrogation pour les papayas, maracuja et citron vert. En revanche, la banane n'était plus une raison suffisante pour ameuter tout le voisinage, afin de faire la queue pendant des heures, les 2 jours de livraison par an. On n'avait plus besoin de pistons et de tuyaux pour organiser des choses en dehors des circuits officiels. Tout était désormais à portée de main,
plus rien n'était autant désiré que l'arrivée du Père Noël par un enfant. Le monde devenait plus banal, il perdait de son charme, de sa superbe. On estime moins les choses qu'on peut avoir tous les jours, on estime beaucoup plus les choses difficiles à atteindre. Par la suite, trouver des cadeaux originaux et rares était un vrai défi pour les Allemands de l'Est. Ils étaient habitués à offrir ce qu'on ne pouvait avoir que par des relations. Mais si tout le monde peut tout acheter, à tout moment, comment offrir l'extraordinaire? J'arrive à la conclusion. Et moi, dans ce monde vacillant, je voyais l'ancien disparaître sans possibilité de retour. J'ai donc décidé de ne pas m'y accrocher. Je voyais le nouveau arriver, plein de promesses. J'ai donc décidé d'aller voir lesquelles seraient tenues. Beaucoup le furent, mais il y a un mais. Je dispose aujourd'hui d'une liberté infiniment plus grande qu'en RDA. J'ai plus de possibilités, plus d'occasions pour m'épanouir. Mais les dangers se sont multipliés aussi. On peut aller plus loin, monter plus haut, mais également tomber plus bas. Je ne vis plus dans une société solidaire à cause d'un manque omniprésent, mais dans un système de concurrence avec un excédent de produits. Ça va bien faire semblant peut m'aller plus loin qu'un savoir-faire irréprochable. Les fringants supplantent l'authentique, l'argent pervertit les relations sociales. Le plus dur pour moi, c'est que je n'étais pas préparée à vivre dans le monde qui m'entoure aujourd'hui. On estime qu'il y a aujourd'hui encore 8 millions d'ossis, c'est-à-dire des personnes assez âgées, pour être pleinement imprégnées des valeurs de la RDA. Ils sont les derniers d'un peuple sans pays. Ils ont perdu sans jamais pouvoir s'intégrer dans un autre. Même s'ils n'ont jamais quitté leur région, leur ville, leur maison, ils sont devenus des étrangers chez eux. Si on veut bien les écouter, ils vous parleront de la primauté du lien social. Ils vous raconteront comment on peut vivre heureux sans consommer. Ils vous diront la nécessité d'un État qui contrôle un minimum l'économie et qui planifie et investit selon les besoins de sa population. Ce sont souvent des gens amples et pleins d'imagination qui rêvent d'un monde meilleur, qui portent en leur cœur la blessure d'un rêve avorté, qui seront les premiers à se battre pour pouvoir le réaliser enfin. Question. Une remarque, il y a la question idéologique, elle n'est pas forcément très affirmée dans ta conférence, Saskia. Il y a eu avant cet article du Monde diplomatique donc, qui montre comment l'économie ouest-allemande a annexé, le capitalisme ouest-allemand a complètement annexé l'économie de l'Allemagne de l'Est. Il y a eu un article dans le Monde diplomatique d'avant sur une figure de la gauche intellectuelle est-allemande qui était Anna Segers, qui était une intellectuelle anti-nazie, d'origine juive, communiste, qui a fait le choix de revenir en Allemagne après la chute du nazisme pour bâtir une société socialiste. Et autant en Allemagne de l'Ouest, le Parti communiste était interdit, donc quelque part c'était la réalisation du projet d'Hitler. Hein. Non seulement on avait décimé les communistes dans les camps de concentration, mais en plus les communistes étaient officiellement interdits dans un contexte de guerre froide. Autant tous les rescapés des camps de concentration, communistes notamment, et même quelques juifs qui avaient réussi à fuir l'Allemagne nazie, sont revenus en Allemagne de l'Est pour bâtir cette société communiste qui s'est avérée dictatoriale du fait de la mainmise de Moscou et puis aussi de la guerre froide, mais qui a eu un certain nombre de réalisations aussi concrètes.
en termes, et tu en parles d'ailleurs dans tes livres, en termes d'égalité d'accès aux droits. J'aimerais bien t'entendre là-dessus, sur quels étaient les avantages, finalement, du système communiste est-allemand par rapport à la société qu'on connaît aujourd'hui en Allemagne ou même ici, quoi. D'abord, peut-être pour les mots, nous on ne parlait pas de société communiste ou de pays communiste, on parlait d'un pays socialiste, et le but, l'objectif, c'était de devenir communiste, parce que dans le communisme, normalement, il n'y a plus de propriété privée au très. Et ça, c'était notre avant, donc voilà, les gens avaient leur maison, ou voilà, leur voiture, etc. Donc moi, j'aime pas tellement qu'on parle des pays communistes qu'on parle des pays de l'Est, parce que c'était pas vraiment une société communiste, socialiste. Et donc l'objectif de devenir communiste. Avantage plein emploi, bien évidemment, que tout le monde ait un emploi. Accès aux soins gratuits, que les femmes pouvaient avoir des enfants et travailler à plein temps, c'est qu'en Allemagne, il est très difficile aujourd'hui. Personne à la rue, donc pas des gens vraiment pauvres, ni des gens vraiment riches, sauf évidemment certains fonctionnaires qui avaient des avantages. Mais majoritairement des gens assez égalitaires, aussi égalité des droits hommes-femmes, donc les femmes avaient les mêmes salaires. C'est déjà pas mal, non? La culture, par rapport à la culture aussi. Oui, accès à la culture, donc très subventionné par l'État, donc accessible pour tout le monde. Aller au théâtre, des livres, ça coûtait l'équivalent de 50 centimes ou 1 euro aujourd'hui. Très accessible. Beaucoup de soutien aussi pour des orchestres amateurs, des choraux, des choses comme ça. Tout ça, ça a été supprimé après la réunification parce qu'à l'Ouest, ils n'avaient pas l'habitude et donc il n'y avait plus d'argent et voilà, fini. Et les prix des théâtres, etc. ont augmenté beaucoup. Une question au sujet de la religion que vous avez cité, les églises, les bougies, qui donc a joué manifestement un rôle vers l'ouverture au passage à l'Ouest. Est-ce que la religion, qui était fortement apparemment fréquentée par la population libérale, on va dire, qui voulait aller, qui était pro-Ouest, on ne peut pas dire comme ça, non. Les gens voulaient changer le pays. Oui, qui voulaient changer, mais est-ce que avant, les gens fréquentaient autant ou s'appuyaient sur la religion pour faire avancer ces idées progressistes? Et après, lorsque le mur est tombé, est-ce que les gens ont continué à fréquenter les églises autant? En gros, quel a été le niveau de l'influence de la religion avant, après, pendant? Donc déjà, la place qu'elle a prise. Ouais. Dans l'église, en Allemagne de l'Est, pour raisons historiques majoritairement luthériennes, il y a quelques enclaves catholiques, étaient tolérés en RDA, mais pas encouragés. En fait, c'était pas soutenu par l'État. Mais les gens qui voulaient vraiment pratiquer, etc., qui étaient croyants, pouvaient pratiquer. Ensuite, je pense dans les gens qui sont retrouvés pour discuter, pour débattre comment améliorer le système, il y avait des croyants et des non-croyants. Les non-croyants qui venaient parce que là, il y avait un espace justement où on pouvait s'exprimer librement. Souvent quand même surveillé, il y avait infiltration par la Stasi aussi, mais bon, ça, soit on ne savait pas, soit on prenait quand même le risque. Voilà. Donc au moment des prières de lundi, là il y avait beaucoup de monde, mais ça ne veut pas dire que les gens étaient très croyants. Et ensuite, c'est retombé. Donc c'était pas... comment dire, l'Église a pu fournir un espace de liberté, mais ni les gens qui sont allés pour débattre étaient tous des croyants, ni ils sont restés. Après, il n'y a pas eu un retour à l'Église. Les gens qui manifestaient avant la chute du mur, hein, et qui manifestaient donc avec beaucoup de courage, etc., et qui étaient relativement nombreux, si j'ai bien compris. Ah bon, ça a monté, petit à petit, ça a monté. Hein. Est-ce qu'ils demandaient l'amélioration du système, ou est-ce qu'ils demandaient de changer le système? Non. C'est un peu là. Qu'est-ce que vous voyez la différence? Donc pas quand même en change, pas faire un système. Alors, en fin de compte, est-ce qu'ils demandaient
la privatisation d'une bonne partie de l'économie. Est-ce que c'était ça la demande? Non. Là, pour moi, Non, c'était non, un changement de système. L'idée, d'accord. L'idée, c'était de trouver une troisième voie, on a appelé ça comme ça, c'est-à-dire garder les avantages du socialisme et par contre avoir plus de liberté. Voilà. Donc les gens voulaient garder évidemment les acquis comme le plein emploi, etc. et pas privatiser toutes les entreprises, mais donc liberté d'expression, liberté de voyager, liberté de rassemblement, liberté de presse, c'est tout ce qu'on n'avait pas. Voilà. Et malheureusement, après la chute du mur, on n'en parlait plus du tout, tout est allé vers la réunification. Donc c'est ça qu'on appelle en allemand de l'Est la révolution avortée. Parce que ça n'a pas pu aller jusqu'au but. Simplement, les problèmes de notion de liberté et démocratie, c'était quand même un handicap important pour le développement individuel. Quelque part, est-ce que vous avez senti combien d'années avant on a pu entrevoir que des problèmes de cette nature, autant de la démocratie que de la liberté, puissent être discutés en RDA? Est-ce que ça a été discuté? C'était quand même, il y avait une pression. Moi, je suis allée en RDA. D'accord. Donc, je suis allée en RDA, en délégation, j'habitais dans une ville de la région parisienne. Et il y avait un jumelage, c'est ça? Oui, il y avait un jumelage, c'est ça. J'ai franchi ces fameux tours qui donnent quand même pour aller de Berlin, de l'ouest à Berlin, les checkpoints de Charlie. Et lorsqu'on est arrivé, donc, c'était à Bernau, qui n'est pas loin de Berlin, effectivement, c'était quand même difficile de discuter. C'était difficile. Moi, j'y suis allée en 86. C'était difficile de discuter. Le fait de parler et de dire pourquoi les jeunes, vous ne les envoyez pas dans notre ville? Je leur ai même dit, si vous envoyez des jeunes dans l'île, ils vont voir ce qu'est le capitalisme. Ça paraissait un peu, je veux dire, logique. Il faut voir, lorsque j'ai même dit ça, il faut voir les dirigeants qui nous recevaient. Les boucliers, je sais pas. Oui, il faut voir. Ils devaient se dire, mais de quelle planète elle arrive, quoi. Voilà. Et c'était quand même difficile. Donc le problème, même si je comprends effectivement que les gens... Mais moi j'ai lu pas mal de bouquins de Christa Wolf, qui était un écrivain quand même qui venait des RDA. Et elle aussi, elle évoque qu'en fin de compte, quand il y a le problème de la liberté et de la démocratie qui n'est pas atteint dans un pays, ça bloque tout. Ça bloque les hommes, ça bloque les hommes, ça bloque l'épanouissement de chacun. Et c'est quand même, et moi j'ai bien senti, c'était quand même une pression, qui était lourde. Je veux dire, on nous suivait de partout, quoi. Moi j'ai été suivi de partout, on était en délégation, on était suivi de partout. Il faut bien dire que c'était pressionnant, quoi, je veux dire. Et donc, on ne peut pas exposer, moi je comprends tout ce que vous dites, mais sans aussi faire état que c'est pas possible d'élever un pays sans les problèmes de la démocratie et de la liberté. C'est pas possible, ça. C'est pas une valeur pour moi de communiste, quoi. Voilà. Non, mais bien sûr, on enfermait les gens, ne pas les laisser sortir. Oui, on enfermait les gens. On voit bien, et on a eu des films. C'est vrai qu'on ne peut pas admettre ça. On ne peut pas admettre. Même en étant communiste, on ne peut pas l'admettre. Moi, je le dis. C'est pas possible. Et je peux comprendre que les murs, que les gens, lorsqu'ils ont vu ce mur, pour eux, c'était enfin la liberté qui arrivait, quoi. Voilà. Et je peux aussi entendre, je m'excuse, je peux aussi entendre qu'effectivement, on peut regretter qu'il y ait eu l'élection. Tout ce que vous avez dit, je peux bien l'entendre. Mais je veux aussi revenir sur ces données qui, à mon avis, vont comprendre pourquoi, malheureusement, ces pays dits socialistes sont tombés. On peut comprendre, parce que quand il n'y a pas de liberté, c'est à mon avis la donnée la plus importante pour l'être humain,
s'épanouir, pour se battre, pour combattre. C'est important quand on est dans un pays où on ne peut rien faire, on ne peut même pas, on est sous l'emprise et sur les taux de ce que l'État dit. C'est un problème. Et moi, je ne peux pas l'admettre. Voilà. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Donc évidemment, moi j'avais que 15 ans, mais il y avait à l'école une pression idéologique de répéter ce que disait le gouvernement. Si on ne le faisait pas, on risquait des représailles. Donc bon, bah, on restait dans les clous, on le voyait un peu, voilà, mais donc voilà, les gens majoritairement jouaient le jeu pour ne pas avoir des représailles, des inconvénients. Voilà. C'est pas possible ça. Je voulais savoir, excusez-moi, comment vous expliquez, comment vous analysez le poids de l'AfD, d'extrême droite dans la partie est justement de l'Allemagne. D'un côté de cette frustration que les gens ressentent de ne pas avoir été entendus, on leur dit en fait, justement les Allemands de l'Est qui sont descendus dans la rue, au début au risque de leur vie, ils voulaient changer leur système, leur pays, améliorer. Et dans cette dictature, on vous dit ce que vous avez à faire. Ils ne voulaient plus de ça, ils voulaient plus de liberté. Et ensuite, quand on a décidé de faire la réunification comme elle a été faite, c'est-à-dire on détruit tout de l'un côté et on impose un autre système, on leur a dit à nouveau ce qu'ils avaient à faire. Mais non, vous faites comme à l'Ouest. Pas de discussion, point. Cet été sur France Culture, il y a eu dans la Fabrique de l'Histoire 5 émissions qui traitaient de l'Allemagne de l'Est. Et là, ils ont interrogé un pasteur de Leipzig qui justement avait accueilli des gens qui étaient opposés au régime au risque de représailles. Et lui, il disait exactement ça. On voulait justement arrêter qu'on nous dise ce qu'on a à faire. Et après, à la réunification, c'était à nouveau ça. On nous a à nouveau dit ce qu'on avait à faire. Donc du coup, pour les Allemands de l'Est, c'est pas vraiment liberté ou démocratie en fait. C'était à nouveau quelque chose d'imposé. Donc il y a ça. Après, il y a depuis 30 ans, on dévalorise complètement tout ce que les Allemands de l'Est ont fait dans leur vie avant la chute du mur. Justement, tout ce qui était en RDA, on dit que c'est négatif, on n'en veut plus, on a tout jeté. Alors qu'il y avait du bon, et surtout les gens, ils ont vécu leur vie, ils ont travaillé, ils ont élevé les enfants. On ne peut pas dire que ça vaut rien, c'est pas possible, mais on le l'a dit. On l'a dit depuis 30 ans. Donc il y a ce mal-être qui est là. Après, beaucoup ont fait beaucoup de chômage, beaucoup d'années de chômage. Entre 1990 et 2010, le taux de chômage dans l'Allemagne de l'Est était constamment entre 15 et 20%. Donc c'est énorme. 20%, c'est une personne sur 5 de la population active. Donc vous avez dans toutes les familles, dans tous les cercles d'amis, dans tous les voisinages, vous avez des chômeurs. Et tout ce qui peut aller avec, dépression, alcoolisme, voilà, etc. Comment on explique ce taux de chômage si important? Parce qu'on a supprimé au lendemain de la réunification jusqu'à 3 millions de postes. J'ai trouvé comme chiffre entre 2,5 millions et 3 millions de postes. Il y avait en partie des usines qui n'étaient pas rentables, je pense qu'on a dû fermer, mais d'autres justement dans l'article à l'intérieur du monde diplomatique, il donne l'exemple d'usines tout à fait performantes, mais qu'on a fermées, parce que comme ça ils pouvaient vendre les produits west-allemands. Donc pure logique capitaliste, on tue tout dans une région, du coup c'est un énorme marché prendre en fait. Voilà, donc il y a eu les deux. Officiellement, c'est toujours avancé, tout était vétuste, etc. L'efficacité de la production était moins performante à l'Est qu'à l'Ouest. De 30%, j'ai trouvé le chiffre que de 30% moins d'efficacité en RDA qu'en RFA. Mais quand même, il y avait une volonté de détruire, je ne dirais pas du gouvernement, mais d'entrepreneurs west-allemands qui ont quelquefois acheté les usines à l'Est, qu'on a tout mis, vu que c'était propriété d'État, l'État avait disparu, on a mis tout en vente en même temps. Là aussi, d'après la loi du marché, quand il y a beaucoup d'offres, les prix baissent, c'était prévisible. Donc on les vendait pour un Deutschmark symbolique à l'époque, et quelquefois ceux qui les reprenaient avaient encore des subventions de l'Europe, parce qu'ils investissaient en Allemagne de l'Est. Ils ont fait tourner le truc encore 6 mois et après ils ont fermé pour vendre leurs produits à la place, à l'Est. Donc voilà, c'est ça qui explique ce taux de chômage énorme.
Donc aujourd'hui c'est plus bas, mais c'est toujours plus élevé à l'est qu'à l'ouest. Donc ça reste. J'écoutais donc justement l'événement diplomatique, mais j'écoutais aussi sur France Culture il y a quelques temps de ça, ils expliquaient très bien la façon dont ça avait été opéré. C'est une organisation très mécanique qui a détruit effectivement ces entreprises-là. Il y a eu un fonds qui a été, c'est Troy Hunt, je crois, le fonds, dans lequel les actifs donc, des sociétés ont été mises, et les capitalistes ouest-allemands se sont répartis ces morceaux-là. Et la plupart ont commencé par fermer les usines, puisque certaines entraient en concurrence directement avec celles de l'Allemagne de l'Ouest. Donc effectivement, ça a été un immense gâchis et donc un désastre social au niveau de l'emploi. De manière générale, j'ai lu votre bouquin qui m'a beaucoup plu, et il y a une chose qui m'a frappé, c'est qu'à un moment donné, je ne sais plus à quelle page, vous dites j'avais 16 ans et je me suis juré de ne plus jamais faire de politique. Alors pour quelqu'un qui s'est juré de ne plus faire de politique, je trouve que c'est pas mal. Pas de faire non, mais je bien compris, pas de politique politicienne, mais par contre, sur la société, oui, et je partage votre intervention quand vous disiez que c'était pas un pays communiste, parce que ici à l'ouest, partout on dit les pays communistes, en fait, c'est pas l'idéologie. Et d'ailleurs, le communisme n'est pas une idéologie, c'est un état de situation qui résulte comment dirais-je, de l'absence d'exploitation et qui amène aussi à la disparition de l'État. Or, dans ce cas de figure-là, on est plutôt dans le cas contraire. Justement, c'est l'omniprésence, l'omnipotence dans la vie quotidienne des gens de l'État qui intervient partout. Donc c'est le contraire comment dirais-je, l'objet communiste, de l'idéal, en tout cas, tel que je le conçois. Mais en même temps, c'est vrai que vous faites un constat qui est noir, enfin pas tout noir, mais il y a du noir et du blanc, il y a une réalité objective, et en même temps il y a un espoir qui reste quand même quelque part chez vous. Et vous dites à un moment donné, par rapport au système social avancé, c'est comme ça que vous l'appelez à un moment donné, et vous dites, alors je reviens, vous développez un petit peu peut-être aujourd'hui par rapport à la situation, même si ça a changé beaucoup, parce que votre livre vous l'avez écrit à un premier temps, vous êtes revenu un peu plus tard, les choses avaient un petit peu évolué, et vous dites, l'histoire montre, cette histoire-là, montre qu'un tel système est réalisable en Allemagne, et les dirigeants actuels, dites-vous, n'ont donc que de fausses excuses pour ne pas suivre ces exemples. Alors, quelle traduction? Pour un Allemand de l'Est, c'est ça en fait. C'est aussi, pour donner un exemple, Angela Merkel qui vient de l'Est, quand elle est arrivée au pouvoir, les gens espéraient qu'elle va faire une politique plus Allemagne de l'Est, ou qu'elle va remettre des crèches, parce que vu en plus c'est une femme, etc. Elle n'a pas du tout fait, donc elle a très déçu les Allemands de l'Est. Je pense qu'il y a des gens qui autrefois ont peut-être voté pour elle, qui votent maintenant pour l'extrême droite, justement à cause de cette déception. On ne va pas pour l'Allemagne de l'Est et Tag Merkel muss weg, donc elle doit disparaître, parce que les gens sont tellement déçus. Alors moi j'espère, je ne sais pas si de mon vivant ça va ou ça va jamais exister, mais j'espère toujours qu'on puisse construire une société donc plus égalitaire et sociale que la société actuelle ici ou dans d'autres pays, et par contre évidemment avec les libertés dont n'importe qui a besoin. Qu'il y a une troisième voie en fait, de prendre le mieux des deux. Donc c'est ça le rêve à se battre pour moi. J'ai eu l'occasion également d'aller en Mandela, donc par un jumelage notamment, et rencontrer des gens. Le côté intéressant, c'est que les gens qu'on rencontrait, ils nous disaient, nous, on a voté notre constitution. On faisait le débat avec l'Allemagne de l'Ouest, etc. C'est pas vrai forcément du côté de l'Allemagne de l'Ouest. Et puis les discussions, c'est dire pourquoi justement il y a eu ce mur. Alors, enfin, on en discutait bien sûr, mais pourquoi? Parce que c'est des gens qui avaient vécu ça justement. Ils expliquaient que c'est la fuite des cadres, ça donnait dans cette période, c'est quelque chose qui était vécu comme dramatique et qui est injuste. Bon, il y avait des tas de raisons, effectivement, qui étaient politiques, et qui, voilà, c'est dans le débat que nous on a eu, puis les explications et toutes les choses, tout ce qui était dit à
cette époque-là. Donc peut-être les gens avec qui vous avez discuté, ils avaient peut-être aussi des ordres à quoi dire des étrangers. Hein. Je ne sais pas s'ils ont dit leur opinion privée, hein, ça c'est pas sûr. Voilà, à mon avis, ils étaient briefés, comme on dit aujourd'hui, de dire que ça et pas autre chose. Mais évidemment, mais ça on l'a bien ressenti, hein, bien sûr. Mais autrement, oui, bah justement, parce que après moi j'étais aussi comme je vous dis, les camps de jumelage qu'il y a avec la jeunesse des RDA, et puis c'était avec le centre de la jeunesse de la CGT. Et là, on a très bien ressenti, effectivement, cette envie de voir ailleurs, quoi, hein, c'était clair. Hein. Voilà, bon, moi j'étais jeune, effectivement, 76, jusqu'à 80, effectivement, j'ai fait plusieurs voyages, et il y avait ce ressenti et donc la recherche de conjoints pour pouvoir fuir, voilà, parce que c'était comme ça. Je me suis dit, moi raconte-nous tout, j'ai envie de dire. Et je ne suis pas tombé dans le panneau. Mais ceci dit, moi ce que j'ai trouvé extraordinaire, hein, c'est que mon jugement par rapport à cette jeunesse, d'abord on circulait, on était en camp, effectivement, donc il y avait des chances, etc., avec un traditionnel, effectivement, de lever de drapeau le matin, etc., des discussions, de débats, de visites d'entreprise, c'était très riche quelque part, mais aussi, on taillait, puis on allait dans les villes, on était à Berlin, on était à Leipzig, etc., et puis on allait dans les familles, puis on restait dormir là-bas aussi, avec les filles, hein, etc. On y arrive, ça y est, on y arrive. Mais ils disaient, mais chez nous on ne ferait pas ça. Non mais voilà, mais c'était comme ça, moi j'ai trouvé extraordinaire, mais les parents ils n'étaient pas choqués. Il y avait discussion, il y avait échange, voilà. Mais quand même, ce qui était, moi je trouve par rapport à, très sérieusement par rapport à ce mur, il faut dire quand même, qu'est-ce qui a poussé politiquement à un moment donné à faire ce mur. On peut dire que c'est un piège à un moment donné. C'est clair, c'est une forme de stalinisme, il est quand même encore là, mais c'est pas défendre ça, c'est peut-être d'expliquer un peu plus pourquoi cette chose-là s'est passée, parce qu'il y avait quand même une réalité, il y a des gens qui ont dit, nous on l'a vécu, hein, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Parce qu'il y avait tellement de gens qui partaient, en fait. Parce qu'il y a tellement de gens qui partaient, donc le rideau de fer était déjà plus franchissable. Il n'y avait qu'à Berlin, on pouvait encore passer assez facilement en prenant le métro ou l'équivalent RER. Évidemment pas avec 10 000 bagages, mais si on ne prenait que très peu de choses, on faisait semblant d'aller visiter, d'aller travailler, d'aller au cinéma de l'autre côté, on pouvait passer. Si on ne se faisait pas contrôler, on passait. Et donc il y avait effectivement beaucoup de monde qui partaient parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'idéologie, avec cette répression, etc. Et donc pour stopper ça, pour ne pas se retrouver sans peuple en quelque sorte, voilà, ils ont décidé de fermer. Voilà, la dernière ouverture, la dernière brèche dans les villes. J'aurais une petite question par rapport au lâchage par Moscou en fait, de la RDA, et notamment d'Eldo Becker, mais n'a pas été abordé du tout. Est-ce que c'est pas ça qui a précipité finalement la chute et les événements sur l'ouverture de... Il y a 85, c'est Gorbatchev qui arrive dans le pouvoir. Lui, au contraire des autres, ceux qui étaient avant lui et ceux qui étaient aussi au gouvernement en RDA, c'était un petit jeune, à 51 ans. Chez les prédécesseurs avaient plus que 70. Chez nous aussi, tout le gouvernement, c'était, je pense, autour de ça. Donc lui, il a fait des réformes, il a fait une ouverture. Et ça, le gouvernement de la RDA, ils n'ont pas suivi. Pour eux, ça allait trop loin, c'était trop libéral, en quelque sorte, trop ouvert. On a la première chose, le premier événement avant-coureur des événements, c'est qu'en RDA, on pouvait bien sûr acheter des journaux russes. En 88, le gouvernement est-allemand a interdit un journal russe, le Sputnik. Et là, on s'est dit, il y a quelque chose là, oula, le grand frère, le modèle, et tout d'un coup, donc ça c'était un choc. Là, on a senti qu'il y a quelque chose qui se corse, il y a quelque chose qui... voilà, donc c'est pour ça, le gouvernement est-allemand n'a pas suivi Gorbatchev,
Et donc, en retour, Margaret Chef n'a pas soutenu. Il n'y a pas que lui, c'est l'Europe. Je voudrais revenir sur les deux années après, justement, l'annexion de la RDA. J'ai pas souvenir de lire dans les journaux toutes les usines qui ont été fermées, rachetées. Enfin, j'ai pas souvenir de voir les ouvriers, les étudiants, parce qu'enfin, ils devaient quand même... ils devaient se réveiller aussi, ils rêvaient d'un monde meilleur et en fait ils s'apercevaient que là c'était la catastrophe. J'ai pas souvenir de lire ni des manifestations, ni des choses pour garder leur... Il y a eu des manifestations, il y a des grèves de la faim. Il y a eu tout ça, mais je suppose que ce n'est pas arrivé jusqu'en France. C'est pas parce que quelque chose se passe que vous avez des connaissances. Il y a eu des révoltes contre ça, mais ce n'était pas assez puissant et pas assez... comment dire, vu que la RDA avait disparu, il n'y avait plus personne pour défendre les Allemands de l'Est. Toutes leurs institutions, tout ça n'existait plus. Et donc, nous, on n'était que 16 millions contre 60 restes allemands. On fait quelque chose comme ça, hein, c'est déséquilibré. Donc tout ça, ça n'a pas, voilà, ça a abouti à rien. Toutes les choses se sont quand même faites, les usines fermées, etc. Il y a eu des manifestations, des grèves de la faim, si. Tout ça a eu dans les années après la réunification. Au-delà de toutes les réticences qu'on pouvait avoir sur la réalité de ce qui se passait à RDA, hein, et ça existait quand même, y compris au sein du Parti communiste. Moi, je garde quand même l'image d'un pays où le développement culturel, où la vie culturelle était particulièrement important d'une part et de qualité d'autre part. Alors, ça m'amène à deux questions. Comment ça pouvait coïncider avec une société très fortement encadrée, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, d'une part. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? C'est la réalité. Donc bien sûr, il y avait des livres bon marché, mais il y avait d'autres qu'on ne trouvait pas. Il y avait des auteurs qui n'étaient pas imprimés en RDA. Même chose pour les pièces de théâtre, etc. Donc une grande partie, tout ce qui allait à peu près dans le sens de l'idéologie officielle, tout ça était accessible. Mais ce qui n'allait pas dans le sens là, on n'avait pas accès. Voilà. Donc, dans le cadre effectivement très strict, très rigide, par contre, là, il y a eu foisonnement. Là, effectivement, pas subvention, pas... Voilà, ça vient de l'idée que le communisme va créer un monde nouveau et que la culture va participer à cette création, à améliorer l'homme. Je ne suis pas sûre que ce soit possible, mais en tout cas, c'est la théorie que l'occupant russe a amenée en 1945. Moi, j'ai fait ma maîtrise d'histoire, donc je suis historienne de formation, à Leipzig, sur le renouveau culturel, justement en 1945-1946 à Leipzig. Et il faut savoir que la Thuringe, plus la partie veste de la Saxe, dont Leipzig, était d'abord occupée par les Américains, qui étaient allés jusque-là. Et on a été échangé contre des morceaux de Berlin-Ouest, parce que Berlin était pris par les Russes, et vu que les autres alliés voulaient aussi avoir des bouts de Berlin, donc les Américains se sont retirés, donc ils étaient arrivés fin avril, ils sont retirés, et le 1er juin, c'est les Russes qui sont arrivés, qui ont donc occupé aussi Leipzig et toute la Thuringe. Et dans les archives, donc les Américains, quand ils sont arrivés à Leipzig, il n'y avait plus de tramway qui fonctionnait, il n'y avait plus de courant qui fonctionnait, le système sanitaire ne fonctionnait plus, les bombardements, etc. Donc ils ont remis tout ça en place, bien sûr, parce qu'il fallait éviter des épidémies, il fallait que la population puisse survivre. Les Russes sont arrivés, donc tout ça fonctionnait à nouveau, je suppose, à peu près. Une semaine après, ordre, parce que c'était pas ordre évidemment à l'époque, on ouvre les théâtres, on ouvre les opéras, on ouvre les sceaux, on ouvre les salles de concert, parce que tout ça a été fermé en 1943, après la déclaration de la guerre totale. Tout ça, aussi. Tous les cinémas, théâtres, opéras étaient fermés en 1943. Les gens, ils payaient avec des morceaux de bois ou des briquettes de charbon pour chauffer les salles. C'était ça le prix d'entrée. Il y a eu les gens, vu qu'ils étaient pendant plusieurs années privés de tout ça, il y avait foule. Il y avait foule pour les premiers concerts, pour d'entendre à nouveau Bach, etc. C'était
Voilà, c'était quelque chose de très très fort. Donc pour l'armée rouge, ou plutôt je ne vais pas dire les Russes, ça fait tellement péjoratif, mais l'Union soviétique, donc c'était très important de permettre à nouveau un accès à la culture, et pas que à la culture communiste ou socialiste, ou voilà, mais, parce que pas que, rien à voir avec tout ça, mais vraiment à la culture en entier, avec cette idée que la culture peut améliorer le monde. Et maintenant? Et maintenant, donc les tarifs des théâtres opéra ont augmenté, ils sont aussi élevés qu'en Allemagne de l'Ouest ou ici. Donc beaucoup d'orchestres amateurs, des choses comme ça qui étaient subventionnés par la RDA ont été supprimés parce qu'il n'y avait plus d'argent pour ça, ce n'était pas prévu en Allemagne de l'Ouest, donc voilà, plus rien. Je pense qu'il y a toujours une vie culturelle assez riche, déjà du fait que l'Allemagne était jusqu'en 1871, c'était pas un pays uni, c'était encore plein de petits États, et donc plein de cours, de princes, de ducs, de je sais pas quoi, et qui voulaient tout avoir leur petit Versailles, et souvent ils n'avaient pas seulement un château, ils avaient aussi un théâtre dans le château. Donc il y a beaucoup plus de théâtre par rapport à la population en Allemagne qu'en France, parce que aussi les villes petites ont tous leur théâtre depuis des siècles en quelque sorte. Voilà, il y a aussi une tradition d'orchestre ou de chorale qui est assez forte en Allemagne. Donc tout ce qui est professionnel est resté, mais ce qui était amateur et donc subventionné par l'État, il y en a beaucoup de choses qui sont perdues, qui n'ont pas perduré. Il y a aussi des théâtres qui ont fusionné. Donc, en Allemagne, les théâtres, ils marchent tous comme la comédie française, c'est-à-dire ils sont là ensemble, et le plus souvent, ces théâtres, opéra, quelquefois même ballet, ils font tout ça, donc chaque soir, peut-être pas chaque soir, mais vous avez donc une pièce, un ballet, une opéra, la semaine d'après ça recommence, etc. Et quelquefois ils ont décidé un théâtre, ils vont faire que des opéras, les autres ils vont faire que du théâtre, ils vont échanger les mises en scène, les acteurs vont voyager pour diminuer, du coup ils ont moins de gens à payer. Donc ça s'est beaucoup fait, surtout à l'Est, qu'on a fusionné des théâtres. Donc, je peux le dire pour ma ville natale, c'est Meiningen, où il y a une très grande tradition théâtrale. Donc là aussi c'est un duc qui a fait construire le théâtre et le bâtiment, qui a été lui-même féru de théâtre, qui a lui-même fait des dessins pour des décors, et qui, en troisième noce, scandale, s'est marié avec une actrice. Donc, un peu avant la Première Guerre mondiale. Lui, il a fait, avec la troupe de Meiningen, des tournées dans toute l'Europe, parce que ce sont eux qui ont développé la première fois un jeu d'ensemble. Il n'y avait pas Sarah Bernard devant à déclamer, et tous les autres, alors, on s'en fiche en fait, mais ils jouaient vraiment ensemble. Donc ça, c'est une tradition qui vient de ma ville natale. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a le théâtre, mais ils font plus, donc eux ils font encore le théâtre, mais plus l'opéra et le ballet. Ils ont fusionné, ils ont dû fusionner avec Eisenach, donc moi je viens du sud de la Thuringe, Eisenach c'est au nord de la Thuringe, il faut traverser la forêt thuringienne, donc c'est peut-être à 1h30 de route. Et donc c'est Eisenach qui fait les opéras et le ballet, et donc ils s'échangent les productions. Alors, en RDA, chacun avait ballet, opéra et une troupe d'acteurs. Est-ce que dans les écoles maintenant, on apprend aux gamins, dans les livres scolaires, ce qu'était la RDA, et je sais pas, dans l'histoire allemande, est-ce qu'on apprend aux gamins comme ça maintenant quelque chose sur leur histoire? Forcément, on parle de la chute du mur. Après, j'avoue, comment on en parle, ça je ne peux pas vous dire. Parce qu'on leur enlève quelque chose aussi à leur histoire, à ces gamins allemands, là, enfin, je sais pas. Je pense quand même les parents transmettent aussi. Après, il faut savoir, le système allemand est fédéral, donc dans chaque land, vous avez un autre programme, vous avez d'autres manuels. Donc à Bavière, ils peuvent enseigner autre chose sur la même époque que dans la Rhénanie ou en Thuringe. Voilà, ça peut différer. Est-ce qu'on connaît le pourcentage de gens qui reviennent dans l'ex-RDA, excusez-moi de dire comme ça, parce qu'après de rester quelques années à travailler à l'Ouest.
pour le taux, je ne peux pas vous dire. Mais effectivement, j'ai trouvé 2 chiffres. Le plus souvent, on trouve que depuis donc, la réunification, il y a 2 millions d'Allemands de l'Est qui sont partis de l'Est à cause de recherche de travail. Dans un article, j'ai trouvé 5,5. Donc sur 16 millions, hein, toujours. Sur 16 millions. Et effectivement, donc déjà, c'est les plus jeunes, les plus dynamiques, les plus formés, plus des femmes. Donc vous avez un ensemble devant vous. Il y a vraiment un déséquilibre homme-femme maintenant à l'Est, parce qu'il y a tellement de femmes qui sont parties. Et effectivement, les régions de l'Est, ils font comme des appels à revenir, ils font des petits cadeaux de bienvenue pour des Allemands de l'Est qui veulent bien revenir au pays. Ouais. Après, en chiffres, je ne peux pas vous dire. Peut-être on trouve ça sur Internet, mais je ne peux pas vous dire. Donc il y a un peu... que des gens reviennent, effectivement, mais pas de la même... comment dire, ce n'est pas les 2 millions qui reviennent. L'Allemagne de l'Est a aujourd'hui la même population qu'il y a 100 ans. Alors qu'à l'Ouest, ça a triplé. En France, je ne sais pas, mais je suppose que vous avez doublé aussi au moins. Depuis 100 ans. J'ai une question, Saskia, par rapport à la gestion du passé nazi en Allemagne de l'Est. Quelle était la différence avec l'Allemagne de l'Ouest? Tu en parles un peu dans ton premier livre, parce que je pense qu'il y a des responsables nazis qui ont dû être jugés, réprimés au moment de la libération. Surtout, il y en a beaucoup qui sont partis à l'Ouest, parce qu'ils savaient que c'était plus clément à l'Est. Donc surtout les juges, etc., qui pouvaient continuer ou recommencer leur travail, juste dans des sphères politiques. Il y a Beate Glasfeld qui a chifflé Kiesinger, je pense qu'elle avait raison. Donc, voilà, ça, chez nous, c'était majoritairement des communistes qui étaient en exil à Moscou, qui ont donc constitué le gouvernement après la guerre, et qui étaient les hauts fonctionnaires. Ça ne veut pas dire qu'il ne restait pas des nazis, bien sûr, mais pas à des postes très, très élevés. Donc il y a ça. Après, on nous parlait beaucoup à l'école de la période nazie. Donc quelquefois on dit, ah non, on n'en a pas, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas, c'est pour ça qu'ils votent à l'extrême droite. Non, ça c'est faux. On nous parlait beaucoup, on parlait aussi vraiment de ce que s'était passé chez nous. Donc moi, je suis née à Meiningen parce que c'était la clinique qui était là, la maternité. Mais j'ai grandi dans une ville plus au sud de 2000 habitants, où il y avait une carrière, pas loin, c'est-à-dire à 4 km. Il y a un arrière-grand-père qui a travaillé là. Et à partir de 1939, ils ont installé dans cette carrière, pas un camp de concentration, mais un camp pour les prisonniers de guerre qui, soi-disant, avaient commis un vol ou quelque chose, qui était puni. Donc travaux forcés, évidemment maltraitance, etc. À l'arrivée des troupes américaines, ils ont fait partie les gens valides, ceux qui étaient plus valides, ils les ont enfermés dans une caverne, ils ont fait exploser l'entrée et ils sont morts là-dedans. Et je ne sais pas si quelqu'un le savait ou si on les a découverts par hasard, mais en tout cas je sais que c'était déjà sous les Russes que les responsables russes qui ont demandé à des habitants de revenir, des hommes, de justement venir déterrer les corps et faire un cimetière juste à côté. Donc je me toujours me souvenir, mon institutrice en primaire, elle disait que son père en faisait partie. Donc elle était petite à l'époque, elle était enfant, et qu'il était revenu à la maison, il avait vomi tellement il avait horreur de ça. C'est qu'il a marqué elle et qu'elle nous a transmis à nous. Et ce cimetière était toujours là, et chaque année, une autre classe du équivalent collège était responsable de s'occuper d'entretenir ce cimetière, d'arracher les mauvaises herbes, d'arroser les plants, etc. Donc, tout le monde savait, dès les primaires, des horreurs qui étaient commises à côté de chez nous, donc c'était pas du tout caché, on connaissait ce passé, on était même... comment dire, on participait à garder la mémoire, en fait, à transmettre la mémoire, en quelque sorte. Voilà. Oui, c'est ce que... il y a quelque chose que j'ai lu dans ton livre et qui m'avait vraiment beaucoup choqué, c'est le fait que des personnes de l'Ouest pouvaient, s'ils avaient encore les papiers, se présenter et
chez quelqu'un et dire, écoutez, voilà, j'ai un papier, c'était moi qui étais propriétaire, c'était mon grand-père qui était propriétaire, vous partez de la maison. Ça je me dis, mais ils avaient ce qu'il fallait, eux, comment pouvaient-ils venir prendre à quelqu'un qui avait moins? Ça, c'est pour inciter. C'est ça qu'on s'est demandé aussi, nous. Oui, moi, c'est, oh là là, ça, alors là. Et d'autant plus que ces personnes-là avaient acheté à l'État, puisque, à l'État, cette maison dans laquelle ils étaient, ou cet appartement dans lequel ils étaient. Ça, je me dis, mais quel esprit. Bon. C'était une des... Je vais d'abord répondre à ça, si tu veux. Donc je pense que c'était une des très très grandes erreurs dans les traités qui a réglé la réunification. Il y a eu un traité entre la RFA et la RDA, donc signé, qui est entré en vigueur le 3 octobre 1990 au moment de la réunification, sauf que déjà un des signataires avait disparu, donc il ne pouvait plus réclamer si ce n'était pas respecté. Donc ça, juridiquement, c'est déjà... mais en plus, ils ont effectivement mis dans ce traité que toutes les personnes parties à l'Ouest pendant toute l'histoire de la RDA, donc eux ou leurs descendants, pouvaient récupérer leurs biens. Donc leurs biens, fermes, appartements, maisons, petites entreprises, qui avaient été confisqués par l'État, et souvent, légalement, selon les lois de la RDA, revendus. Donc effectivement, il y avait des gens qui étaient depuis 20 ans habitaient dans une maison, c'était leur propriété, et donc un beau jour, l'ancien propriétaire ou le petit-fils de l'ancien propriétaire frappait à la porte en disant vous devez trouver autre chose, moi je reprends mon bien. Et donc ça a fait évidemment beaucoup de dégâts, surtout ce qui choquait les Allemands de l'Est, c'était quelqu'un qui veut revivre à nouveau dans la maison de grand-père ou revenir dans la ville où étaient ses ancêtres. Mais non, il les prenait pour le revendre, pour se faire des sous. Et ça, on ne comprenait plus. Comment, je sais pas, c'était tellement inhumain d'agir comme ça. Ça a aussi posé de problèmes pour les entreprises ou pour rénover, restaurer les centres-villes qui étaient souvent à l'abandon, parce qu'il fallait toujours être sûr, avant d'entreprendre quoi que ce soit, il n'y a pas d'ancien propriétaire qui va un jour arriver et demander qu'on lui rend son bien. Il y a aussi aujourd'hui, il y a beaucoup de centres-villes qui ont été très bien restaurés, mais pas là, vous trouvez encore une maison à l'abandon, et souvent c'était les gens, les anciens propriétaires étaient morts, ils avaient peut-être des enfants ou pas d'enfants, donc ça passait aux neveux, aux nièces, aux petits-enfants. Vous avez quelquefois des copropriétés de 20 personnes qui ne se mettent pas d'accord quoi en faire. Donc il y a des situations bloquées jusqu'à aujourd'hui à cause de cet article dans le traité qui réglait la réunification. Et la deuxième question, tu avais quoi? Deuxièmement, je me dis aussi qu'à l'Ouest, ils avaient besoin, ils ont saisi l'opportunité du mouvement de l'Est pour se faire des voix aux élections. Oui, c'est Kohl, qui a poussé à une réunification, à la faire très vite. Parce que lui, il n'était pas sûr d'être réélu à l'époque en Allemagne de l'Ouest, mais avec le prestige du père de la réunification et avec toutes les promesses qu'il a fait aux Allemands de l'Est, et au début ils sont cru, ils ne sont pas méfiés parce qu'on leur dit maintenant c'est la liberté, il n'y a plus de mensonges, il n'y a plus de propagande, tout ça est vrai. Donc ils sont aux premières élections de toute l'Allemagne en décembre 1990. Il a été réélu avec les voix des Allemands de l'Est. Donc c'était une des raisons pourquoi lui il a poussé à faire le plus vite possible, pour pouvoir garder lui-même le pouvoir. Et puis encore, quand des personnes que je connais qui sont amies, qui disent nous, je ne sais pas si ça existe toujours, ça fait peut-être 2 ans, 3 ans, nous on en a marre de donner des impôts. Ça existe toujours. Ça existe toujours. Cette opposition qu'on met, c'est terrible aussi. Mais pour autant, ce que je ne... Alors ça je ne comprends pas, mais je ne comprends pas trop, toujours, moi, c'est qu'à l'Est, ils aillent vers des partis d'extrême droite. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à Il y a du sport quand j'ai déjà expliqué un petit peu. Après, pendant
entre 10 et 20 ans, c'était plutôt Die Linke, la gauche, qui avait pas mal de voix à l'Est, beaucoup plus en tout cas à l'Est. Mais ça n'a pas vraiment changé la situation. On n'a pas pour autant regardé, mais qu'est-ce qu'il y a comme problème à l'Est. Et donc je pense que les gens sont découragés, ils sont passés de l'autre côté, comme en France aussi. Hein. Il y a des gens qui, il y a 10 ans, qui ont voté à gauche, ou l'extrême gauche, et maintenant qui votent Front National. Et en plus, en quelque sorte, ils ont enfin, entre guillemets, réussi, parce que maintenant on s'inquiète, bah, pourquoi ils font ça, qu'est-ce qui se passe? Tu vas avoir un problème. Donc avant, on s'inquiétait beaucoup moins. Alors les problèmes étaient déjà les mêmes. Et après, il y a effectivement aussi une xénophobie, mais qui peut, pour moi, un peu s'expliquer, dans le sens que donc, beaucoup d'Allemands de l'Est qui ont fait beaucoup de chômage, qui ont vécu des années d'équivalent RSA, etc. Et en 2015, il y a 1 million de Syriens qui arrivent, on leur paie des logements, on leur paie des chambres d'hôtel, on leur donne des vêtements, on leur paie des cours d'allemand, on les aide à trouver du travail. Donc les gens se disent, oui, et nous? Mais nous, on nous a laissé en fait, donc on les traite mieux que nous. C'est pas bien de penser comme ça, mais je trouve que c'est compréhensible vu la situation. Mais c'est 1 million sur 80 millions d'habitants, c'est rien quoi, enfin je sais pas. Ouh là là là. Ah non, non, non. Ah, ça vous pouvez pas dire. Non mais vrai, la France, elle a accueilli combien de personnes? Rien, non, je sais, rien, je sais ça, je sais. Non, non, non. Mais c'est quand même dans la ville où j'ai grandi, qui a 2000 habitants, ils ont accueilli 65 réfugiés syriens. Donc sur 2000 habitants, ça se voit. Parce qu'ils sont tellement différents. Hein. La peau, la façon de s'habiller, on les voit tout de suite. Et surtout des hommes jeunes, c'est beaucoup d'hommes jeunes qui sont partis, qui ont réussi à arriver jusque-là. Donc ça crée quand même un certain, un certain inconfort, parce que c'est quand même, oui, des gens qui n'ont jamais vu autant d'étrangers et d'une culture très très différente, il y a ça aussi. Un Polonais, ça serait moins, beaucoup moins. Mais un Syrien, ça c'est, oui, voilà, ça se voit. S'il vous plaît, pourquoi vous êtes venu en France? Oula. Donc, d'un côté, je pense parce que moi jusqu'à 89, je pouvais aller que dans les pays de l'Est, et tout d'un coup, je pouvais aller vers l'Ouest, donc c'était plus intéressant. Après, le français est ma troisième langue, donc russe première langue obligatoire, deuxième langue en option anglais et troisième langue au équivalent lycée français. J'ai eu un grand-père qui était prisonnier de guerre en France et qui a travaillé à la ferme, donc il m'a appris à compter jusqu'à 10, la vache, le bœuf, voilà, ce qu'il fallait à la ferme. Après, bon, ça a dû m'attirer, et j'avais envie d'aller en France, et après la maîtrise à Leipzig, j'ai pu participer à un échange entre la fac de Leipzig et l'école normale supérieure Rudulm à Paris. Et j'ai pas passé de concours, c'était juste un échange. Donc j'ai passé une année parmi les normaliens. Donc là aussi je peux raconter plein d'histoires. C'est un monde à part, ce sont des espèces à part. C'est particulier, c'est très particulier. Voilà, donc c'est là où j'ai, évidemment, quand je suis arrivée, je parlais pas bien du tout français, donc j'ai amélioré, j'ai fait un DEA cette année-là. Et je pense j'ai trouvé en France des choses qui me conviennent plus qu'en Allemagne, comme il y a d'autres choses que je préfère en Allemagne. Quelquefois, on me pose la question qu'est-ce qui est mieux, c'est pas mieux, c'est différent. C'est la Bretagne. La Bretagne. C'est ça. Les ressemblances. Donc je vous ai dit que depuis 30 ans, les Allemands de l'Est se font dévaloriser. On leur dit tout ce que vous avez fait avant, on ne veut même pas savoir, c'est nul, on jette. Votre culture, ça ne vaut plus rien, votre façon de vivre. À vous, si vous êtes breton, à vos grands-parents, on a dit votre culture, votre langue, vous jetez tout ça, ça ne vaut plus rien. Je trouve le même traumatisme de la dévalorisation en fait en Bretagne. Sauf que ici c'est la troisième génération, chez nous c'est encore la première génération. C'est ça la différence. Mais je retrouve des choses ici que je connais de là-bas. Je peux vous poser une question. Dans l'apprentissage de l'histoire, outre le côté des atrocités, de ce qui a représenté le nazisme, est-ce qu'il y avait un travail et une étude et un apprentissage de la montée de
chez les nazis, et pourquoi Donc on disait bon, le chômage élevé, aussi que le mouvement ouvrier qui était séparé, que les communistes et les social-démocrates... ça c'est au niveau politique. Voilà, ça c'est au niveau politique. Ouais. Sinon, oui, donc l'inflation, le chômage, donc un chômage très 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 élevé en 32-33. Voilà, c'était la faute du capital et la faute que les mouvements ouvriers n'avaient pas travaillé ensemble. C'était surtout que les deux branches des mouvements ouvriers, les deux partis de gauche n'avaient pas pu se réunir pour combattre le fascisme et le nationalisme. Jusqu'au bout. Et la notion de race. On nous parlait évidemment du Holocauste, etc. On savait tous qu'Auschwitz existe. Après, qu'est-ce qui est la question en fait? Parce que le phénomène de considérer, de travailler pourquoi le nazisme avait effectivement montré qu'il y avait des différences de race, puisque la race pure, c'était les yeux bleus et les cheveux blonds. Surtout tous les dirigeants nazis avaient l'air comme ça, hein, c'est tout ça. Non, mais est-ce que cette notion, je parle plus, est-ce que cette idée, cette notion a été travaillée en histoire? On a appris en tout cas, oui, qu'il y avait cette idéologie de race, qu'on disait tout le mal qu'on pouvait des juifs, qu'il y avait cette race aryenne, etc. Oui. Ça a été travaillé. Ça a été travaillé. Est-ce que la relation a été faite aussi avec la Première Guerre mondiale? Parce que ce qui s'est passé quand même au niveau économique en Allemagne, ça avait aussi un rapport avec les résultats, les accords de la guerre 14-18. Est-ce que même avant la guerre 14-18. Là, c'était toujours expliqué aussi par le capital qui avait donc pris le dessus et qui avait donc demandé donc des réparations immenses à l'Allemagne, qui du coup s'est effectivement retrouvée en difficulté économique, financière très forte, et ce qui a contribué effectivement à la montée du national-socialisme. Les réparations, c'était prévu jusqu'en 1988. Bon. On a acheté belle. Dans le même ordre d'idée, par rapport à la tentative, à la révolution en Allemagne, donc en 1918, en décembre 1918, avec les Spartakistes, etc., et y compris après la République des Conseils en Bavière, quelle était l'analyse qui était faite dans la RDA par rapport à Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht et autres, et puis la conception qui prévalait à l'époque? C'était des héros en fait, que donc chaque année, la date d'anniversaire de leur meurtre, donc il y avait des manifestations, il y avait sur les tombes à Berlin, on déposait les gerbes, voilà. Donc on nous en parlait, on apprenait des citations. Après, bon, pour la... Je n'ai pas de souvenir qu'on a analysé en détail leur pensée, ou c'était toujours des tentatives avortées. Leur pensée, et puis ce qui était mis en œuvre derrière. Oui, ah oui. Oui, parce que Rosa Luxembourg et Lénine, même, c'était assez... D'ailleurs, c'était le deuxième événement qui nous faisait sentir qu'il y a quelque chose qui se passe, qui se corse. Donc, je crois que c'est le 5 janvier, la date du meurtre de Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht. Et donc, le 5 janvier 89, il y avait comme d'habitude les défilés officiels organisés donc, par le parti donc, à Berlin, et dans d'autres villes aussi. Et à Berlin, il y avait des gens qui avaient fait eux-mêmes une banderole avec une citation de Rosa Luxembourg. Et donc, je dis d'abord en allemand, Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden. Donc la liberté, c'est toujours la liberté de ceux qui pensent autrement que moi ou que nous. Donc liberté d'expression, d'opinion. Et donc on leur avait arraché cette banderole, on les avait arrêtés, etc. Et ça, c'est pas chez nous, ça passait à la télé, mais à l'Ouest. Donc on l'apprenait quand même. Et qu'une héroïne du communisme était censurée,
une phrase d'elle qui était tellement vénérée officiellement, elle a été supprimée, censurée. Bah, ça faisait aussi un choc. Là, on sentait aussi que voilà, ça s'endurcit, ça se rigidifie, ça, voilà. Peut-être s'il n'y a plus de questions, vous pouvez venir faire dédicacer des livres en acheter Si vous avez de Saskia. envie. Et on remercie. Je vous remercie beaucoup pour l'attention, pour l'échange. Je veux juste, parce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, on ne sait jamais, pour ce roman que j'ai fini, dont je vous ai parlé tout à l'heure, je cherche un éditeur. Je n'en ai pas. J'ai envoyé à plein de maisons d'édition, mais je n'ai pas eu de retour. Donc si jamais quelqu'un connaît quelqu'un qui joue au tennis avec la voisine du beau-frère d'un éditeur, voilà.